Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Je m'appelle Nadia Dam, j'ai 37 ans, ce qui est pas tant que ça, et en plus il paraît que l'âge c'est dans la tête. Je suis journaliste pour Slate.fr et puis pour la télévision, et je suis la maman d'une petite fille de 10 ans qui est persuadée qu'elle en a 14 et qu'à ce titre elle devrait posséder un iPhone 6, et je crois qu'il faut que j'arrête de lui dire que l'âge c'est dans la tête. Et aussi je suis ce qu'on appelle une mère célibataire, une maman solo, comme dit la presse féminine, et me lancez pas là-dessus. Je m'appelle Titiou Lecoq, je suis auteure. Moi, je suis un peu plus jeune, je suis de l'autre génération, la génération du web. Et justement, je suis auteure d'une newsletter, la newsletter de Slate.fr, qui est super bien. Allez vous inscrire, vous la recevrez tous les vendredis, elle est top. Et à part ça, j'ai aussi 2 enfants, parce que bon, j'ai quand même eu mes règles, qui s'appellent Curly et Tétard. Je suis pas si jeune que ça. C'est quoi le rapport entre les ragnoutes et le fait de s'être reproduit ? Je suis pas si jeune que ça, tu vois. J'ai quand même eu des enfants, mais ils sont très très jeunes. C'est vrai. 4 ans et 2 ans. Et voilà. Et je ne travaille pas à l'ORTF, contrairement à toi. Mais c'est pas ok, donc un petit coup bas. Et donc en plus de tout ça, une fois par mois, on va vous parler dans ce podcast de ce que les anglo-saxons appellent le parenting. Alors ça fait un peu classe, c'est un peu compliqué, parenting. C'est hyper simple, ça consiste à parler de ce que c'est que d'être parent aujourd'hui et des questions qui se posent pas forcément, mais qu'on se pose quand même, histoire de se pourrir un petit peu la vie. Et le nom du podcast, le titre, c'est Titiou, Nadia et les sales gosses pour leur en mettre plein la gueule à nos enfants. Ouais, moi, j'avais plutôt plaidé pour Nadia, Titiou et les sales gosses, mais voilà. Ah oui. Nadia au premier. Honneur aux aînés. Donc voilà, c'est un nom cool et on vous invite donc pour cette émission qui porte un nom super. On a invité une personne qui s'appelle Caroline Boudet qui a publié un livre qui s'appelle La vie réserve des surprises pour évoquer la question de l'enfant rêvé et de l'enfant réel. Mais d'abord, on va parler de nous. Oui, parce qu'on aime bien. C'est un hobby. C'est moi qui commence. Ouais, vas-y. Alors moi, en fait, je suis un peu fière et en même temps, je suis un peu honteuse. J'ai pas complètement décidé comment je devais vivre les choses. Mais voilà, j'ai une confession à faire. Je n'ai pas organisé de fête d'anniversaire pour ma fille. Et voilà. Et là, normalement, toutes les mamans blogueuses me jettent des piñatas au visage. Mais donc oui, j'ai un enfant qui a changé d'âge et je n'ai pas fait de goûter d'anniversaire. Elle a eu 10 ans. Ça m'a foutu un petit coup, mais donc ça, c'est encore un autre sujet. Et on l'a fêté toutes les deux. Je l'ai réveillée le matin avec un croissant, avec une bougie dessus. Je lui ai acheté plein de cadeaux. Je l'ai emmenée chez le coiffeur. J'ai verni les ongles, j'ai mis une belle robe, tout ça, parce que c'est quand même une grosse fiasse. Et puis le soir, on s'est fait belle et on allait au resto avant de rentrer à la maison, regarder la fête à la maison sur Netflix. C'était c'était hyper cool. Et elle-même, elle le dit, elle dit que c'était le plus bel anniversaire de sa vie. Mais c'était pas une fête d'anniversaire avec ses copains à la maison. Alors, au début, en fait, j'ai une technique. Je l'ai un peu embrouillée. Je lui ai dit que ça tombait mal et puis qu'on allait organiser une fête avec ses copains, mais dans 2 ou 3 semaines, voire dans un mois. Et en fait, la vérité, ce que je lui ai pas dit, c'est que pour la première fois de ma vie, en 10 ans, j'avais tellement pas envie de faire une fête d'anniversaire. C'était pas pour la priver, parce que je suis pas une ordure complète. Juste, en fait, j'en ai super marre des goûters d'anniversaire. Et je suis même pas sûre que ça la rende particulièrement heureuse, en fait, en y réfléchissant bien. Parce que aujourd'hui, en fait, quand tu regardes bien, je sais pas tellement depuis quand ça date, mais t'es socialement obligé d'organiser un goûter d'anniversaire pour ton gosse, même s'il l'a pas demandé. Et en plus, c'est pas genre n'importe quelle fête avec du gâteau et de l'oasis. Il faut que ce soit un anniversaire Instagram compatible. Il faut qu'il y ait un thème, il faut qu'il y ait un gâteau arc-en-ciel, il faut qu'il y ait de la déco, il faut qu'il y ait des jus bio, des animations, des piñatas, des cartons d'invitation, du papier crépon et tout ça. Et juste, en fait, en y pensant, ça m'a épuisée. Et puis, je me suis rendu compte que plus on parlait de la préparation de la fête d'anniversaire avec ma fille, plus j'ai l'impression qu'on parlait pas du tout d'une fête d'anniversaire, mais d'un mariage, tu vois, avec l'angoisse que ça comporte. Et donc, c'était devenu une source d'angoisse pour elle et pour moi. Donc, j'ai laissé un peu pisser les premiers jours. Et en fait, c'est elle qui est venue me voir quelques jours après son anniversaire pour me dire que, en fait, ça l'intéressait pas tellement une fête, que les cadeaux en général c'était un peu nul, que ses copines c'était des relous et qu'elle se prenait la gueule, qu'elle se prenait toute la tête au moment de la fête d'anniversaire. Donc, j'ai pas organisé de fête d'anniversaire. J'ai l'impression d'avoir brisé mes chaînes. Hasta la Victoria, siempre! Et moi je l'ai pas fait non plus pour l'instant. Ouais. 4 ans, toujours pas de fête Mais d'anniversaire. je crois que la vraie pression, elle commence un tout petit peu plus tard. Elle doit commencer en moyenne section, grande section de maternelle. Non, Curly a été invitée à une fête d'anniversière des 2 ans d'un enfant de sa crèche. Et il y alors, des piñatas avec des enfants de 2 ans. Pour taper la piñata. C'est pas possible. Bon, et toi, Titiou, cette semaine, il t'est arrivé quoi? Alors, il ne m'est rien arrivé. Non, mais moi, j'ai un problème récurrent depuis quelques mois dans ma vie.
Tu sais, quand t'es enceinte, on te prévient de plein de trucs. Ouais. Bah, tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu ne dormiras plus jamais. Tu peux dire au revoir à la tonicité de ton vagin. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais moi, il y a un truc pour lequel on m'avait pas prévenu et j'y ai pas pensé. Et ça veut dire qu'il y avait vraiment un souci. C'est qu'un enfant, ça se nourrit. Alors d'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est que ça ne se nourrit pas tout seul, ça ne s'auto-nourrit pas. Il faut le nourrir. Alors, au début, c'était facile. Premier mois, biberon. Ensuite, il y a la diversification alimentaire. Donc là, petits pots, plein de petits pots différents, diversification. Tu veux dire, tu faisais pas des purées bio maison? Non. Je sais pas pourquoi ça me choque pas, ça m'étonne C'est pas. étonnant. Et un jour, il y a donc quelques mois, tout a changé. Et c'est arrivé, j'en souviens très bien, c'était un mercredi soir. Ma mère était à la maison. Donc ma mère avait son cul posé sur une chaise à me regarder. Et là, elle me voit réchauffer un petit pot pour tétard. Et elle me dit, mais t'es sûre que c'est assez pour lui? Et j'ai pas bien compris. Après, quoi? Bah oui, il a 3 ans. Bah un petit pot, un mini pot, c'est très bien. Ah ouais, non, pas du tout, parce que les petits pots, c'est 18 mois. Ouais, c'est 18-24. Non, mais j'avais pas anticipé que les besoins nutritifs d'un enfant évoluaient avec l'âge. Et donc, à partir de là, mon monde s'est effondré. Parce que tu peux pas passer aux petits plats, tu vois, les plats Marie cuisinés et tout, dégueulasses. Donc voilà, gros souci, que faire à manger? Et sachant que moi, je ne me suis jamais fait à manger. J'ai toujours trouvé des gens pour me nourrir. Certes, il y a eu ma mère, mes mecs. Il y a eu les amis, toi, tu m'as nourri. Oui, alors moi je peux dire effectivement que je te nourris un certain nombre de fois. En revanche, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je crois. Je t'ai vu une fois te faire des pâtes avec une sauce en boîte. Oui, et ça m'a le scotché, pesto rosso de Barilla, c'est ce que je fais toujours. Une fois en 10 ans. Voilà, bah donc tu vois l'ampleur du problème pour mes enfants. Et donc, même mes voisins, je me suis rendu compte, j'ai vécu avec des voisins qui me préparaient des Tupperware de bouffe pour moi. Mais donc, les gens ne pensent pas à préparer à manger pour mes enfants. C'est un peu problématique. Et en plus, l'autre souci, c'est que la répartition pour s'occuper des enfants, c'est que leur père s'en occupe le matin et moi, je fais le soir. Alors, c'est sympa parce que le soir, tu joues, tu parles de la journée, c'est super. Et c'est aussi le moment où tu dois faire le dîner. Alors, bon, les coquillettes, mais alors, tu peux pas en manger non plus tous les jours. J'ai découvert les galettes de blé. Ça, c'est super. Soja Sun. 2 minutes à la poêle. Tu rajoutes même pas du beurre. 2 minutes de chaque côté. C'est un peu bio, un truc comme ça, non? C'est pas bio, ça? Ouais, c'est totalement bio. Et c'est comme ça que j'ai une amie qui me voyait préparer une galette qui m'a dit « C'est la première fois de ma vie que je te vois cuire un truc. » J'ai ouais. Et l'autre jour, j'ai voulu tenter un truc un peu plus fou. J'ai voulu faire des œufs durs. Et alors là, j'ai compris pourquoi les gens s'emmerdent à poser l'œuf dur dans une grande cuillère pour le déposer au fond de la casserole. Oui. Puisque moi, j'ai fait chauffer l'eau, j'ai pris l'œuf, je l'ai balancé dans la casserole et mon œuf a spermé. Ah, ça fait dégueulasse. Ça s'est craquelé et il y a du sperme qui est parti dans tous les sens. Voilà. Bon appétit. Je fais aussi de la purée préfabriquée, mais rien que doser le lait, j'ai l'impression que c'est incroyable. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, Tétard n'aime rien et que les rares trucs qu'il aime, à savoir les galettes et la purée de patates, eh ben, son frère, il aime pas. Parce que son frère, il aime les carottes et le maïs, que Tétard n'aime pas. Donc voilà, donc ils se nourrissent essentiellement de yaourt et de compote. Si les compotes, c'est bien, c'est des fruits, des légumes, c'est pareil, quoi. En fait, il y a une niche, il faudrait lancer une marque de petits pots pour les enfants jusqu'à 25 ans. Ce qui s'appelle les plats surgelés, mais j'ai calculé combien de, tu vois, s'il commence à faire la bouffe tout seul à partir de 14 ans, ça fait encore quand même 3650 dîners à lui préparer. Attends, tu t'es fait chier à calculer? Exactement. Oui, mais c'est pas très compliqué, c'est x10. donc voilà, angoisse totale. Et alors, je me souviens, je crois que c'est toi qui m'avais dit, mais tu verras, faire à manger pour ses enfants, c'est pas pareil, ça va te plaire. Et c'est vrai que j'ai dit ça, ouais. Et ouais, tu m'as dit ça. Et non, ça me plaît pas. Mais rien du tout, je trouve ça toujours aussi emmerdant. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc, j'ai trouvé une solution qui est en cours de négociation, mais c'est pas gagné. Ça serait qu'ils dînent le matin avec leur père. Mais c'est ce que disent les nutritionnistes. Et le soir, on ferait une petite bouillie légère. Les nutritionnistes disent qu'il faut manger des petits pois carottes le matin à 8h. Ouais, c'est mieux. C'est ton énergie pour la journée. Ok. Et le soir, t'es censé manger léger avant d'aller dormir. Donc un verre de lait. Que leur père n'a pas l'air prêt à, tu vois, préparer une côte de veau le matin à 7h. Mais voilà, on est en discussion. Ok, tiens-nous au courant parce que je pense que ça peut intéresser des gens. Et je crois que c'est l'heure d'accueillir notre invité du mois. En fait, pour tout vous dire, pour être complètement transparente, quand on a commencé à réfléchir à ce podcast avec Titiou et notre chef bien-aimé, Charlotte Pudlowski, le premier nom d'invité qui nous est venu à l'esprit, c'est Caroline Boudet. Et Caroline Boudet, ça vous dit forcément quelque chose, puisqu'il y a un an, elle a publié un post sur Facebook à propos de sa fille Louise. Et puis, vous avez peut-être également entendu parler de son livre qui s'appelle « La vie réserve des surprises » qui est publié chez Fayard.
Salut Caroline. Bonjour. On est ravis de t'accueillir pour parler donc d'un sujet qui nous tient à cœur, qui moi en plus résonne avec en ce moment mes préoccupations avec mes enfants. C'est comment on passe de l'enfant rêvé, l'enfant qu'on s'est construit dans notre tête, à l'enfant réel, le petit monstre qu'on a en face de nous et qui hurle en général. Et en gros, toi, tu as vécu, je pense que ce que tous les parents vivent, mais nous, on le vit en général sur un laps de temps très long. Tu l'as vécu d'un coup, un gros choc ultra condensé. Donc, tu as de l'avance sur nous, donc tu vas pouvoir nous aider. J'espère. En tout cas, je peux vous raconter ce que ça fait. Parce que toi, dès ton accouchement, en fait, c'était pas l'enfant idéal rêvé. Quasiment. Alors, paraît-il que mon accouchement était de rêve. Donc ça, c'est l'avis de la sage-femme. Moi, je trouve que juste que j'ai morflé, mais ça s'est très bien passé. Et quand on m'a posé le petit bébé sur le ventre, la petite Louise, j'ai été un peu surprise par ses yeux, en fait. Et il y a une vieille angoisse qui m'a reprise. C'est une angoisse que j'avais eue pendant toute la grossesse, comme pas mal de monde, qui était celle de la trisomie. Que tu avais déjà eu pour ton fils aîné. Oui, parce que je suis une grande angoissée. Donc, voilà, il avait fallu à chaque naissance qu'on me certifie que, en tout cas, que mon premier enfant n'avait aucun défaut de fabrication ni aucun problème. Et là, quand même, il y avait quelque chose qui m'interpellait chez cette petite Louise. Et j'ai demandé... Pardon, pour être précis, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui c'est le regard, c'est vraiment le regard. C'était quelque chose de particulier dans ses yeux, parce que par ailleurs, elle avait... on a googlisé avec mon conjoint les signes habituels de la trisomie. Elle en présentait aucun. Donc là, j'ai pu vérifier qu'il y a d'autres signes qu'un visage typique. Louise n'avait aucun de ces signes-là, mais j'en ai quand même parlé à la pédiatre. Enfin, on a fait venir la pédiatre quelques heures après. Oui, parce que tu demandes à la sage-femme qui te dit « Bah non, elle est ravissante, elle est super. » Oui, non, elle va très bien, tout va très bien. Et puis là, je m'en veux parce que je me dis « Oui, c'est toi. Non, mais c'est horrible. Comme d'habitude, tu viens tout pourrir avec tes angoisses maternelles, t'es baigné d'hormones, tu t'es en train de flipper. C'est certainement rien. » Ceci dit, la pédiatre est quand même venue me voir parce qu'on a dû lui signaler qu'il y avait une maman qui flippait. Elle a été très gentille. Elle a examiné Louise point par point en reprenant avec moi les signes habituels visibles de la trisomie. Donc que Louise ne présentait pas, qui sont un pli palmaire unique dans la main, le truc d'oreille, non? Il y a une certaine particularité de l'oreille, une hypotonie qui est souvent le signe qui met la puce à l'oreille, mais c'était pas le cas de Louise. Tu peux juste dire ce que L'hypotonie, en fait, donc c'est le terme scientifique pour un manque de tonicité. Donc c'est des bébés un peu mous habituellement. Voilà, on le ressent parce que ce qu'elle n'était pas. Ce qu'elle n'était pas. Et la pédiatre m'a dit, écoutez, a priori, il n'y a rien de spécial et ses yeux sont gonflés, c'est les yeux d'un petit bébé qui vient de naître. Mais si ça peut calmer vos angoisses et si ça peut vous rassurer, il n'y a pas de souci. Je demande un test sanguin avec cariotype, c'est-à-dire l'analyse de l'ADN, puisqu'il n'y a que ça qui peut dire à 100% s'il y a une trisomie 21 ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a 2 ou 3 chromosomes 21. En une seconde, je me suis dit, je le fais pas. Et en plus, à ce moment-là, j'étais toute seule, puisque le papa de Louise était rentré à la maison dire au grand frère que sa sœur était née, etc. Je m'en suis voulu, mais j'ai dit, on le fait quand même. Et je m'en suis doublement voulu qu'il faut signer une autorisation pour avoir un test génétique sur son enfant. Donc j'ai signé, je me suis dit, t'es vraiment une mère odieuse, parce qu'a priori, ta fille est tout ce qui est de plus normal, mais tu demandes quand même ça. Mais comment t'expliques que tu as eu cette espèce de prémonition ou de... Alors, je l'explique pas. En fait, c'est un mélange entre mes craintes, qui étaient déjà là pour mon premier enfant, et certainement aussi peut-être une petite puce à l'oreille. Il y a d'autres mamans à qui j'en ai parlé qui m'ont dit que c'était elles les premières qui avaient senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, comme on dit, ou quelque chose qui ne va pas. C'est assez inexplicable. Après... J'aime pas trop partir sur l'idée du 6e sens maternel, parce que moi, il y avait vraiment aussi toute une partie de moi qui était angoissée et qui voulait être sûre que tout allait bien. L'angoisse irrationnelle que... Voilà. Et pendant les 24 heures qui ont suivi, à vrai dire, j'y ai pu trop repenser, parce que je me suis dit, non, c'était vraiment pas franc. Donc, on a passé les 24 heures suivantes de façon normale. Et puis le lendemain soir, là, c'est le coup de tonnerre. La pédiatre arrive, ils arrivent à plusieurs. Et donc, j'ai senti que c'était mauvais signe, cette affaire. Ouais. Et là, tu passes à la suite qui est, alors, de l'annoncer aux gens
Et toi, tu as décidé de le dire tout de suite, très très vite. Ouais, alors nous, on nous l'a annoncé, donc là, c'est le cataclysme total, parce que j'avais beau avoir peur de ça et avoir des doutes, on veut quand même pas y croire, en général. Et donc là, d'un coup, c'était réel. Donc Louise était porteuse de trisomie 21, et j'ai eu besoin, et ça tombe bien, puisque Rémi, le papa de Louise, était OK aussi sur cette attitude, c'était de le dire tout de suite, enfin à tout le monde, à tous les gens qu'on connaissait. Donc vous faites quoi? Vous envoyez des textos? Alors après, c'est depuis la chambre d'hôpital. Bon, c'est d'abord pour les plus proches, c'est-à-dire les parents et grands-parents, on les appelle. Texto, il y a un peu une gradation dans le moyen de communication qu'on utilise. Les SMS pour les amis proches, et pour le dire d'un coup à tout notre réseau de connaissances, c'est message Facebook, sachant que la veille, on avait fait comme plein de monde, c'est-à-dire qu'on avait publié la petite photo de la petite main avec « ça y est, elle est arrivée, tout va bien », et avec donc déluge de félicitations, etc. Et là, 24 heures plus tard, on republie un autre message. Quelque part, je pense qu'on l'a fait aussi le plus vite possible pour un peu solder le truc et s'en débarrasser assez vite, quoi. Et tu as une phrase là-dessus que je trouve hyper belle, parce que ça doit être tellement effectivement ce qu'on ressent dans ce genre de cas, où tu écris dans le livre « Je suis un peu gênée aux entournures parce que merde, c'est ma fille, c'est pas une mauvaise nouvelle. » Voilà. Et en même temps, je suis complètement anéantie par ce que je viens d'apprendre. Dès le départ, il y a ce paradoxe-là, c'est que effectivement, je suis anéantie parce que c'est une catastrophe. Franchement, quand on l'apprend, c'est une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, j'imagine des choses affreuses pour son avenir, pour le nôtre. Et puis, je suis obsédée par l'idée que c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer, et que c'était pas du tout ce que je voulais. Et en même temps, c'est assez pesant, parce que je me dis, je vais annoncer une mauvaise nouvelle aux gens, et je m'en veux parce que cette mauvaise nouvelle-là, elle est à côté dans son berceau, et qu'elle est adorable, et que c'est ma fille. Donc il y a un gros conflit qui se joue dans ces premiers jours-là. Et à ce moment-là, comment se comporte le personnel de la maternité avec toi? Ils sont comment? Alors, dans la maternité où moi j'ai été, je dis bien que c'est notre cas particulier, ça s'est très bien passé, mais je sais que c'est pas toujours le cas. Donc nous, malheureusement, j'ai l'impression que c'est beaucoup une histoire de chance, de savoir sur qui on tombe. Déjà, la façon dont le diagnostic nous a été annoncé par la pédiatre, c'était très correct, parce que j'ai quand même appris plus tard que maintenant il y a des pédiatres, il y a toujours des trucs horribles là-dessus. Voilà, des pédiatres qui annoncent la trisomie, puis qui direct dessus proposent des solutions comme placer à l'adoption, ou alors. Mais je trouve ça hallucinant. Mais c'est vrai, il y a vraiment des pédiatres. Oui, c'est vrai. Alors moi justement, j'ai fait parce que j'avais commencé. Il y a une personne qui m'en avait parlé en 2015, et je me suis dit c'est pas possible, ça doit être un cas isolé. Ouais. Et j'ai fait ma petite enquête perso, en passant par des réseaux sociaux avec des groupes de parents sur Facebook, en disant voilà, à qui est-ce qu'on a proposé l'abandon, donc on appelle ça placer à l'adoption. Et si, je vous assure que c'est hallucinant, mais il y a beaucoup de monde. Ça fait partie des cas où certains pédiatres jugent bon de le proposer. En fait, ils pensent qu'ils ont l'impression de venir en aide aux parents. Il s'agit de les soulager, c'est ça? Oui, visiblement oui. Alors après, moi, ce que je me suis demandé, c'est si ça faisait partie d'un protocole médical. Ouais. Mais non, en fait, il n'y a pas de... Justement, j'ai interrogé, parce que j'ai gardé des contacts avec la pédiatre qui nous l'avait annoncé. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez j'en sais rien, une fiche pendant ces cas-là? Et non. Et elle m'a dit, je pense que c'est un peu au jugé de chacun, et ils voient aussi selon les parents qu'ils ont en face. Mais, et leur réaction. Parce qu'il y a aussi le fait que c'est pas une nouvelle facile à encaisser, et effectivement, on peut avoir d'une manière ou d'une autre une réaction de rejet, puisque c'est le thème de l'émission, c'est pas du tout cet enfant-là qu'on avait commandé. On voulait pas. Personne ne rêve d'un enfant handicapé, je pense, ou d'un enfant malade, ou d'un enfant qui a des problèmes. Et le réajustement à la réalité peut être assez douloureux. Et en même temps, vous avez de la chance, parce que de fait, elle n'est pas malade. Parce que c'est ce que tu expliques, il y a beaucoup de porteurs de trisomie qui ont des problèmes, des malformations cardiaques, etc. Voilà. Donc vous, après le diagnostic, il a fallu que Louise subisse plein d'examens. Il y a le diagnostic, et directement après, il y a une batterie d'examens médicaux pour vérifier justement si l'enfant n'a pas toute une petite liste de pathologies qui sont souvent associées. Donc dans 50% des cas, effectivement, il y a une malformation cardiaque. Donc déjà, beaucoup de chance pour Louise, elle n'en a pas. Il y a des problèmes aussi, je crois, au rein. On a fait des échos, des prises de sang par dizaines, parce qu'il y a aussi souvent des problèmes de thyroïde. Et en fait, tout va bien. Tout allait bien et tout va toujours bien. J'ai envie de dire, Louise est en bonne santé. En tout cas, tu le présentes comme ça, ou toi, ton
ton amour viscéral pour elle te paraît évident, c'est le moment où en fait t'es tellement soulagée qu'elle aille bien, quoi. Oui, c'est au moment où on a fait l'écho cardiaque, Ouais. c'est-à-dire que voilà, il se passe à peu près, il s'était passé 3 jours où je suis en doute complet, justement sur ma capacité à l'aimer, parce que je suis Ouais. tellement tourneboulée par cette nouvelle de la trisomie 21 que je ne vois plus que un petit bébé trisomique. Donc là, c'est très compliqué parce que j'arrive plus à la regarder comme ma fille, en fait. Et ça, je crois que c'est parmi les moments dans mes souvenirs, les moments les plus douloureux, justement, où j'arrivais plus à me dire c'est ma fille. Je me disais c'est un petit bébé trisomique. Et on fait cet écho cardiaque. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu tellement peur et j'ai été tellement soulagée quand le médecin nous a dit non, c'est bon, elle a rien. Donc, il n'y aura pas d'opération, etc. Le soulagement que je ressens à ce moment-là, je me dis, ah mais non, mais si, ça y est, en fait. Te pose plus la Il y a question. une évidence. Tu l'aimes, tu es attaché à elle. Et je me suis sentie tellement bien quand on a su qu'il n'y aurait pas d'opération cardiaque dans les 3 mois à venir que voilà, ça m'a rassurée quand même. Et donc, il y a le regard que toi, tu portes sur ta fille qui évolue au fil des jours. Et puis, il y a le regard que portent les autres, les amis, et puis les inconnus, les passants qui regardent ta fille. Et donc, ça, c'est ce qui a fait l'objet du post Facebook dont on parlait en préambule. Est-ce que tu peux juste rappeler, Oui, en gros, ce que tu disais dans ce post qui a fait donc un bruit absolument hallucinant? Hallucinant, oui, parce qu'il avait fait le tour du monde, comme le dit l'expression. Alors, dans ce post, je demandais aux gens Donc, je présentais ma fille, il y avait une petite photo de Louise, et je disais, voilà, elle, c'est Louise, elle a 2 bras, 2 jambes, des bonnes grosses joues, et un chromosome en plus. Et ce que je voulais rappeler, c'était que d'abord, c'est Louise, et ensuite, elle a une particularité qui est d'être trisomique, et je demandais aux gens d'essayer de voir Louise avant de voir cette trisomie. Il ne s'agit pas de l'effacer, ça existe. Hein. Elle porte ça et elle le portera toute sa vie. Et je demandais aussi qu'on cesse de poser certaines questions, on pourra y revenir. Mais il y avait une en particulier. la question que je continue d'y répondre encore et encore, alors que Louise a 16 mois, qui est de savoir comment ça se fait que vous n'avez pas su avant la naissance. Donc, est-ce que vous avez su? Et pour moi, le corollaire qui est comment ça se fait qu'elle est là. Ouais. Sachant que dans les esprits de tout le monde, il y a un dépistage. Et d'ailleurs, les gens confondent dépistage, diagnostic. Enfin bref, ça ne devrait plus exister. Donc ça, c'est très compliqué parce que en tant que parent d'enfants trisomiques, déjà au départ, soit on a un peu du mal avec cette nouvelle, mais si en plus il faut la porter et argumenter pendant encore 2 ans après, justifier en fait l'existence de son enfant. Ça, c'est quand même un peu lourd. Je pense qu'on demande ça à personne d'autre. Donc ça, c'est quelque chose quand je dis on, tous les parents d'enfants trisomiques, c'est quelque chose qu'on porte lourd en ce moment. Et voilà, parce que aussi, il y a ce poids de... Malheureusement, quand on parle de la trisomie maintenant dans les médias, c'est souvent les histoires de tests, de diagnostics, de dépistage. Et il y a un gros flou dans la tête des gens, y compris les femmes qui ont eu des grossesses. Je sais pas, on ne doit pas bien leur expliquer. Moi, j'ai une super médecin qui m'avait bien dit que le dépistage avec le tri-test, c'est un calcul statistique. Ça calcule des risques. Oui, tu as en gros sur la feuille que tu reçois, il y a une chance sur je sais pas combien. Ouais, moi, on m'avait bien expliqué ça. Mais voilà, visiblement, tout le monde n'explique pas bien, puisqu'il y a un tas de personnes qui, moi, me posent encore la question, et y compris des femmes, et plus grave, y compris des gens du personnel soignant. Comment ça se fait que vous ne le saviez pas avant, comme si on pouvait savoir à 100%? Or, on ne peut pas savoir à 100%, sauf à faire une amniosynthèse et un cariotype. Et tu ne crois pas aussi que si les gens, sans vouloir les dédouaner, mais que si les gens te posent la question, c'est parce qu'on parle tellement d'hyper-médicalisation de la grossesse, on a tellement l'impression que tout est sous contrôle. Ma fille, elle est née il y a 10 ans, mais déjà il y a 10 ans, tu avais l'impression d'avoir totalement le contrôle sur, pour le coup, l'enfant réel. Oui, mais je pense que du coup, c'est hyper déstabilisant. Et cette idée que c'est faillible, ça nous dérange. Mais moi, la première, même si, enfin voilà, je l'ai vécu, j'avais bien compris auparavant que c'était que des statistiques. Mais enfin, le fait que ça m'arrive, ça m'a quand même secouée. Et effectivement, c'est quelque chose qui dérange les gens. Et je comprends, tu les dédouanes pas parce que c'est une réaction que je comprends. Je l'excuse pas chez le personnel médical et paramédical, mais chez les autres gens. Et je la comprends tout à fait. C'est que d'un coup, on vit dans un monde où tout est apparemment contrôlé, où les grossesses n'ont jamais été aussi contrôlées. Et là, quand il y a une anomalie génétique aussi énorme qui existe encore, ça fait remettre beaucoup de choses en cause. Oui, voilà. Sauf que ça peut.
Je veux pas effrayer tout le monde parce que j'ai l'impression d'être un épouvantail quand je dis ça. Non, mais justement, c'est ça qui, tu vois, dans le livre est aussi pas effrayant, c'est que tu racontes que pour toi, c'est la fin du monde. Du moment que tu n'as pas compris ce que ça voulait vraiment dire aussi. Enfin, tu vois, c'est les premiers jours où tu as toute ta construction sur comment tu vois les trisos, comme on dit, tu vois. Et en fait, après, juste quand tu es avec ton bébé, c'est ton bébé, quoi. Tu changes les couches, tu fais des câlins. Enfin, oui, il y a vraiment... Côté, en fait, le réel n'est pas ce qu'on projette, nous, comme image dessus, quoi. Non, pas du tout. Ni ce que j'imaginais au départ, parce que quand je l'apprends, donc c'est la catastrophe, et j'ai directement des centaines d'images hyper négatives dans la tête. Donc, comme tu dis, les trisos, les gogoles, enfin des choses qu'on se trimballe depuis 30 ans. On a tous l'impression, moi par exemple, j'avais l'impression qu'ils étaient tous pareils. Qu'ils sont tous pareils, qu'ils arrivent à rien, enfin que voilà, ils savent pas lire, qu'ils se ressemblent ressemblent des tous. ateliers aidés où elle va se retrouver à coller des enveloppes. Elle va coller des enveloppes dans un atelier protégé, puis basta, et elle mourra à 45 ans. Enfin bon, tout ça c'est un peu raide en 2 heures dans la tête d'une mère. Et en fait, donc, mais après, il faut du temps pour apprendre que c'est pas ça. Mais effectivement, juste par rapport aux grossesses et au suivi, avec du recul, moi maintenant, je trouve que le fait, voilà, que Louise vienne au monde, qu'elle soit passée entre les mailles du filet comme ça, en fait, sous le radar, et qu'elle vienne nous rappeler que effectivement, on peut pas contrôler. En fait, on pourra jamais, je pense d'ailleurs, contrôler à 100% les grossesses, certaines choses qui arrivent. Finalement, c'est pas un mal. Enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et juste petit aparté, je me suis souvenue d'une émission que j'avais regardée, qui était passée sur Arte quelques mois auparavant, qui se penchait sur ce paradoxe, c'est que les grossesses ont jamais été aussi suivies et les parents n'ont jamais été aussi angoissés. Voilà. C'est-à-dire que plus on nous colle des tests, des vérifications, des mesures, etc., plus on stresse. En fait, j'ai l'impression que chaque dépistage génère une inquiétude. Donc en gros, on est plus angoissé que nos aînés, que nos mères, visiblement, nos grands-mères, oui. Mais j'ai l'impression, en plus, d'après le vécu, j'ai l'impression qu'on se pose plus de questions, alors que vraiment, ça n'a jamais été aussi. Mais après, c'est pas que la grossesse. Je pense que c'est ça, sur l'éducation des enfants en général, on est devenu barjot, quoi. Et puis je vais faire ma grosse réac, mais il y a Internet. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là et tu le racontes hyper bien dans le livre, c'est qui peut être d'un grand secours, ça l'a été pour toi. Mais on a aussi du coup ce réflexe d'aller taper symptômes, machin. Oui, alors moi, ça, à la fois, ça m'a sauvée et ça continue à me sauver parce que ça m'apporte des informations, ça m'a mis en relation avec des personnes. Enfin, voilà. Je dirais jamais assez de bien, notamment des réseaux sociaux, puisque dans notre histoire familiale, finalement, ça nous a apporté beaucoup de positifs. Mais c'est aussi mortifère en tant que parent parce que là, avec Louise, par exemple, j'ai appris, mais c'est un énorme progrès par rapport à mon aîné, j'ai appris à ne plus aller voir enfant, 8 mois, et voilà, et les stades de développement. Ouais, j'ai appris parce que je sais que maintenant, vu que Louise n'est pas dans les clous, si je vais voir, ça va me faire plus de mal que de bien. Mais voilà, donc ça, les forums, les symptômes qui finalement veulent rien dire, toutes ces vérifications qu'on a fait nous sur Google au départ, sur signes extérieurs de la trisomie, j'ai envie de dire, ne faites pas ça. Enfin, soit vous demandez à un médecin vraiment à 100%, mais le côté on ne sait pas, on regarde sur Google. Enfin, c'est hyper anxiogène. Ouais. Puis après, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a différentes. Tu te dis mais il doit y avoir différentes formes. Alors tu cherches sur Internet. Voilà. En mosaïque, ça a l'air trop bien. Moi, je veux que ce soit en mosaïque. Enfin. Oui, la mosaïque, où je me suis dit pendant un instant que c'était peut-être une version light de la trisomie. Et c'est une autre forme. Et en mosaïque, ça veut dire que, en fait, on n'a pas, les personnes n'ont pas 3 chromosomes 21 dans toutes les cellules du corps. Donc on se dit, ça doit être plus light, donc il doit y avoir moins de handicap, notamment mental. Sauf que, en fait, ça veut rien dire parce que si jamais ça affecte vos cellules du cerveau, par exemple, le handicap sera. Mais c'est là où, c'est les médecins qui, à chaque fois. Vous remettent... Ouais, alors oui, les médecins. Les médecins nous ont aussi... certains médecins nous ont aussi beaucoup aidés sur ce genre de choses. On clarifié, en tout cas, on clarifié les explications qu'on aurait mis plus de temps à trouver peut-être sur Internet. Et si tu as dû chercher sur Internet, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de littérature dédiée à ça ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Laurence Pernoud, et Dieu sait tout le mal que je pense de Laurence Pernoud, mais il n'y a pas de Laurence Pernoud de la trisomie ou de l'autisme. C'est ce que j'écris dans le livre, et moi, ça m'a beaucoup manqué. En France, voilà, et j'ai envie justement d'y revenir parce que
il n'y a pas en France sur la trisomie un guide genre je suis parent d'un bébé trisomique, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, comme Laurence Pernoud, c'était une façon de parler, ou tous nos petits amis qui nous aident à élever nos enfants, ou qui nous disent il va se passer ça, qui nous rassure en fait. Et ben ça, il n'y en a pas pour un enfant qui est hors des clous. Or, moi, j'ai cette chance de parler et de bien lire l'anglais, donc je suis allée voir sur Amazon aux États-Unis. Et là, surprise, il y en a une petite dizaine de guides comme ça. Donc je me pose et je pose la question quand même, pourquoi ça n'existe pas en France ? Je pense que les parents d'enfants autistes, d'ailleurs, vivent la même chose. Ouais. Et je sais que je trouve que c'est une très bonne initiative. Récemment, Églantine Émeillé, avec un collectif de parents, a justement fait un petit guide comme ça. Ouais. Parce que quand on a un enfant qui naît avec une différence, ou même qui arrive après, je pense pour les autistes, on est tout seul. Enfin, on se sent tout seul. Ouais, voilà, c'est ça la différence. On n'est pas tout seul, mais il faut aller gratter soi-même. Et moi, c'est là qu'Internet et les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé pour aller trouver les autres parents et qu'on comprenne qu'on n'est pas seul. Alors pour chercher des parents, mais aussi pour chercher des enfants porteurs de trisomie, voire des enfants porteurs de trisomie qui sont devenus adultes. Des jeunes adultes. Ça, t'en as découvert plein. Alors ça m'a beaucoup aidé. États-Unis, en fait, monde anglo-saxon en règle générale, des effectivement, acteurs, au début, celle qui devient un mannequin. Madeleine Stewart, qui continue. Ouais. En fait, juste pour résumer, au départ, j'apprends la trisomie, clac, ça vient casser tous les rêves, toutes les images que j'avais pour cette petite fille qui allait être idéale, forcément. Et après, une fois que tout ça est cassé, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien se reconstruire aussi une image, parce que moi, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Qu'est-ce qu'elle pourra faire ? Enfin, une fois que j'ai passé la période où je me dis qu'elle ne pourra rien faire et qu'on me dit non, mais attendez, maintenant, il y a des choses pour l'aider, elle pourra sûrement lire, peut-être écrire, etc. J'ai commencé à gratter, donc Google est mon ami et m'a donné, dans le monde anglo-saxon, donc ça c'est pareil, en France, on a encore des choses à rattraper, plein d'exemples d'enfants et de jeunes adultes porteurs de trisomie qui donc soit jouent dans des séries. Donc moi j'adore Jamie Brewer qui joue dans American Horror Story, qui en plus fait des rôles de méchante ou de folle. Enfin, ça c'est formidable. Sortir de cette image du trisomie, du gentil petit trisomique, inoffensif, qui est le grand enfant en fait, l'enfant éternel, ce qui quelque part est assez rassurant parce que comme ça on n'a pas à se préoccuper de certains sujets qui mettent mal à l'aise, comme la sexualité. On pourra en reparler plus tard. Et donc voilà, j'ai trouvé des exemples alors qui sont, j'en parle dans le livre, peut-être exceptionnels, mais ils existent et ils ont le mérite d'exister pour les parents qui sont en panique totale et de nous dire ces choses-là sont possibles. Et je me suis dit, bah voilà, donc moi, mes rêves pour Louise, maintenant, ça va être ça. C'est des modèles pour toi, mais est-ce que tu en ferais des modèles pour Louise ? Là, les petites, elle a 2 ans, mais est-ce que quand elle sera plus grande, tu lui montreras ces filles-là et ces garçons en disant, bah tu sais, ils sont comme toi, ils ont fait tel truc. Bah ouais, c'est hyper important. Oui. Ouais. Comme justement, font les parents d'autres enfants en leur disant... Regarde, c'est super. Et puis surtout, je sais qu'à un moment, je pense que c'est vers 6-7 ans, enfin pour en avoir parlé avec d'autres parents, où elle va avoir conscience, parce que oui, ils en ont conscience de sa différence et qu'on lui expliquera sa trisomie, le pourquoi. Et voilà, elle posera des questions. Et ben effectivement, ces personnes-là seront bien pratiques pour que je lui montre. Alors à savoir, elle est comme toi. Enfin, je sais pas trop comment je lui expliquerai, mais je pense que c'est important. Oui, pour elle, ce sera des personnes porteuses d'espoir, je pense. Dans les phrases de médecins que tu racontes, que j'ai notées, il y en a une qui est super, c'est un qui vous dit il y a certes ce 47e chromosome, mais les 46 autres viennent de vous. C'est vrai que ça m'a fait un déclic. Et je trouve ça, quand on le lit, on se dit, bah oui, effectivement, en fait, ma vision de la trisomie est complètement, Moi, ça m'a beaucoup aidée, et parce que ça, c'était une généticienne qu'on a rencontrée à Necker, où je comprenais pas trop bien pourquoi elle nous avait conseillé d'aller à ce rendez-vous, parce que je me disais, bon, bah voilà, notre fille est trisomique, elle est trisomique, je vois pas à quoi ça va servir, là, d'avoir l'analyse du karyotype détaillée par cette généticienne, et donc, qui nous a repris... Donc, le petit cours de biologie. Ceci dit, c'est pas un mal de nous expliquer comment ça arrive, pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi, mais pourquoi ça arrive, c'est le hasard. Et qui nous a rappelé que, effectivement, donc Louise, elle a ce 47e, puisqu'elle a 23 paires de 2, mais plus 1. Mais surtout qu'en tant que parent, on devait garder en tête que la génétique joue aussi pour le reste, et les 46 autres chromosomes, c'est moitié les miens, moitié ceux de son papa. Donc, elle est sa personnalité sera autant influencée par ce chromosome qu'elle a en plus, par sa trisomie.
mais aussi par nous, parce qu'on va lui léguer par certains l'environnement traits de caractère. culturel, etc. Et surtout, en fait, Ouais. voilà, les professionnels insistent beaucoup là-dessus et ils ont eu raison, c'est que comme pour chacun d'entre nous, la stimulation extérieure, les parents qu'on a, les amis qu'on a, l'ouverture sur le monde qu'on a, les livres qui seront à la maison ou pas, vont jouer aussi. Et le destin d'une personne trisomique n'est pas plus écrit à sa naissance que le Et ça, je trouve destin ça de nous. hyper important de le dire, parce que c'est vraiment tellement pas l'image qu'on a. C'est pas du tout l'image qu'on en a, mais moi la première. Ouais. Et en fait, ça, c'est tellement important justement pour changer le regard et puis pour changer la perception qu'ont les parents ou les proches de ce que va pouvoir être la vie de ces personnes-là. Et est-ce qu'il y a déjà quelque chose, des trucs que tu retrouves chez elle de toi et de son papa? Oui, il y a des trucs dans son comportement, dans son... et de son grand frère aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut quand même si le développement se fait pas au même rythme au niveau bébé, il y a des Il y a choses des moments qu'on où tu retrouve. dis, ah bah ça c'est moi. Ah par oui, exemple. mais Quoi, et par ça exemple c'est marrant parce qu'au départ je pensais pas du tout, mais on n'arrête pas de dire ça c'est moi, ça c'est toi. Alors beaucoup, elle parle beaucoup, enfin elle parle. Elle blablate beaucoup, elle nous saoule. Et c'est une très bonne chose à la fois. Mais ça, c'est un trait de famille. On parle beaucoup, on est des bavards. Paul, son grand frère, il a parlé très tôt. Par contre, il a marché très tard. Et c'est vrai qu'elle n'a pas l'air non plus méga physique. Et je sais que moi, j'ai marché très tard aussi. Alors, il y a des choses comme ça qu'on retrouve et où on voit bien que c'est pas la trisomie qui joue, c'est pas la trisomie qui s'exprime. Après, quand elle est née, elle avait une énorme touffe de cheveux, comme moi à la naissance. Et ça, c'est rassurant de voir que il n'y a pas que son anomalie chromosomique qui est là, il y a toute une histoire en fait familiale. C'est pour ça que sur le vocabulaire, tu vois, moi qui disais trisomique, après avoir lu ton livre, j'ai dit ah bah non, c'est porteur de trisomie et c'est pas rien comme différence. C'est pas rien. En fait, je sais que c'est pénible et pour les journalistes, mais c'est plus bien, long à c'est écrire bien. et c'est plus long à dire. Et pour un titre, c'est chiant à faire un titre. Mais moi aussi, je me suis rendu compte que c'est pas que une histoire de mots. Et c'est ce que j'avais écrit aussi sur ce post Facebook. C'est que les mots façonnent la façon dont on voit les choses et les gens. Et effectivement, pour moi, Louise, en tout cas, c'est pas une trisomique, c'est une enfant. Et j'aime mieux porteuse de trisomie parce que c'est pas la première chose qui la définit et c'est pas tout ce qui fait sa personne. Ouais, c'est pas la réduire à ça et tout expliquer avec ça. Elle est d'abord un individu. Et est-ce que... Enfin, moi, j'ai un gros problème avec les cours d'école parce que je trouve que tous les enfants sont des connards. Est-ce que tu as cette angoisse des autres enfants et du regard qu'ils vont porter sur elles qui peut être malveillant? Alors, ça a été ma première angoisse, je crois. Quasiment, à mon avis, si on pouvait faire un voyage dans le temps, je pense que quand la pédiatre nous a dit il y a une trisomie 21, je me suis dit tout le monde va se moquer d'elle. Et je pensais à l'école. Et alors là, paradoxalement, maintenant, je suis plus angoissée... Pour le grand frère, peut-être? Non plus. Parce que je me dis, pour lui aussi, c'est un... En fait, ce que j'ai pu constater pour l'instant, c'est que jusqu'à un certain âge, et à mon avis, ça se joue avant le collège, si on explique aux enfants, et s'ils sont habitués dès le plus jeune âge à quelqu'un qui est différent, et surtout si on leur a dit pourquoi il est différent, je pense qu'ils sont pas tant des connards que ça. Mais bon, après, voilà, c'est évidemment quelque chose qui me fait peur. Et je pense que la première fois où j'entendrai quelqu'un la traiter de triso ou de mongole, ça va me... Je sais pas, je vais vomir ou je vais arracher la tête de l'enfant, ça va être horrible. Mais ça n'est plus ma première angoisse pour le moment parce que j'ai pu voir quand même le pouvoir que ça a quand on explique les choses. Ouais. Bah, moi, pour le coup, ça n'a rien à voir, mais je sais que ma fille, elle a été, c'est un pur hasard, dans 2 écoles qui, toutes les deux, accueillaient des enfants sourds et malentendants. Et en fait, ils ont eu une démarche super, c'est que plutôt que de les mettre d'un côté et les autres de l'autre, ils ont appris le langage des signes aux enfants entendants. Et donc, ma fille, pour le coup, elle parle le langage des signes. Et du coup, il y a cette espèce de communauté dans l'école. Et je lui pose la question régulièrement. Elle me dit, bah non, on se moque pas d'eux. Pourquoi on se moquerait d'eux? Voilà. Et je pense que c'est quand parce même... qu'il y a une démarche de la part de l'école, tu vois. Ouais, mais c'est finalement assez simple. Moi, je suis persuadée, par exemple, que une bonne partie des images atroces que j'avais de la trisomie quand on me l'a annoncé sur Louise n'aurait pas forcément existé si j'avais été à l'école mélangée avec 1 ou 2 ou 3 enfants porteurs de trisomie. Sauf que moi, je les voyais, c'était des gens qui étaient loin, qui étaient dans leur établissement particulier. Ouais, on les croise dans le métro, on les promène en ville avec des accompagnateurs, ça fait peur, on les connaît pas. Bon, bah oui, ça, c'est évidemment, ça n'aide pas. Et ce que j'ai vu sur la différence, en tout cas pour le moment, on parlait du grand frère, donc de Paul, le grand frère de Louise. Directement, les médecins nous ont conseillé de lui expliquer, de lui surtout rien lui cacher.
Et ça, s'il y a un conseil que j'ai à donner à d'autres parents, c'est celui-là. C'est qu'effectivement, oui, un enfant de 4 ans est capable de comprendre plein de choses. C'est pas des paroles en l'air. Et même si on n'a pas l'impression sur le moment, il enregistre. Donc, on a expliqué à Paul, on est très triste parce qu'on vient d'apprendre que ta petite sœur a une particularité. Au départ, on disait une maladie, puis maintenant, on a changé un peu le vocabulaire. On lui a expliqué aussi le mot trisomie, justement sur les conseils de cette généticienne qui nous disait ça, c'est mieux qu'il l'entende de vous d'abord, avant de l'entendre comme une insulte. Et il a tout à fait compris, il a tout à fait intégré le truc. Maintenant, on n'en parle pas tous les jours à la maison, mais c'est pas parce que c'est tabou, c'est juste parce qu'on n'y fait pas attention. Et je pense que du coup, puis, le jour où il n'a pas pour le coup, les stéréotypes associés aux mots que nous, on a, quoi. Et je l'écris dans le bouquin, c'est que j'aurais bien aimé avoir son regard. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il voit Louise vraiment pour ce qu'elle est. C'est-à-dire c'est un bébé, il n'a pas tellement d'autres comparaisons de bébé. Puis de toute façon, il n'est pas en train de se dire que elle, à 6 mois, elle fait pas ça alors que d'autres faisaient ça. C'est sa sœur, point. On lui a parlé de cette particularité, mais comme dans le quotidien en plus, nous, ça se ressent pas. Il n'y a aucun souci. Et alors, on parlait de la cruauté des enfants, il y a aussi la cruauté des adultes. Je me rappelle que tu avais avais fait un papier sur le Huffington Post, je crois. Tu avais été hyper dérangée par la une de Charlie. Tu sais, où il y avait la une Nadine avec Morano de Gaulle. Donc, la fille cachée trisomique. Et tu avais fait un post dans lequel tu disais, en fait, on va arrêter peut-être les blagues sur les trisomiques. Ça m'avait beaucoup déçue. Bon, après, je me suis fait déchirée de partout sur les réseaux sociaux parce que on peut pas parler de Charlie sans être juste la parenthèse, mais j'étais à la fois catho-intégriste, j'ai été d'ultra-gauche, enfin j'ai tout été, mais j'avais juste été hyper déçue qu'un journal en fait utilise encore le mot triso comme une insulte pour la bêtise. Et puis en plus Nadine Morano était caricaturée en train de baver dans les bras de De Gaulle, etc. Qui avait lui-même une... Alors lui a vraiment une fille porteuse de trisomie qu'il a jamais cachée. Hein. C'est pas parce que là c'était écrit la fille cachée du général De Gaulle. Il l'a jamais cachée d'ailleurs. C'était un contresens total. Enfin, tu vois, oui, tout était c'était mélangé, c'était de l'à peu près. Bref, ça m'a beaucoup déçue, ça m'a pas fait rire, ça m'a même fait beaucoup de mal. Et c'est pas parce que d'un coup ça s'adressait à moi, c'est juste que je sais qu'il y a des personnes porteuses de trisomie qui ont pu passer dans la rue, voir ça, et avoir encore cette image d'elles comme des abrutis, des personnes bêtes, parce que c'était ça. Et tout comme ça me fait encore du mal, moi j'ai un filtre de recherche sur Twitter avec trisomie en France et Down syndrome en anglais, et trisomie, la moitié des tweets que je vois passer chez des jeunes de 16-20 ans, c'est une insulte. Donc ça me fait du mal, il y a encore du boulot, mais bon, ceci dit, ça a déjà un petit peu avancé depuis 15-20 ans, mais il y a encore des choses à faire. Il y a énormément de boulot, mais je pense que vraiment là-dessus, ton livre, marque quelque chose sur le changement. Tu vois, moi après, en tant que journaliste, évidemment, je ferais hyper gaffe dans des articles de comment tu présentes les choses et tout, qui n'aurait pas été le cas. Je ne sais pas si ça a tellement changé en 15-20 ans. Je pense que c'est en train de changer en ce moment. Alors, je sais qu'il y a une personne avec qui j'avais échangé suite au livre qui m'avait dit qu'il y a, ça fait 20 ans qu'elle avait ressenti en France un avant et un après le 8e jour. Ouais. Mais là, ça partait vraiment de loin. Et qui me disait, ça c'est très gentil, j'espère que ce sera le cas, qui ressentait aussi qu'avec le livre, ça va jouer. Moi, ce que je vois aussi, c'est que Facebook, et pas que le post, c'est-à-dire qu'en fait, dans le même temps... que tu as créée. Ouais, mais pas que moi, en fait. C'est que dans le même temps, il y a plein de parents partout qui commencent à créer des pages pour leurs enfants trisomiques, à mettre des photos, à être fiers d'eux, clairement. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a encore 20-25 ans, c'était des enfants, on en avait, mais on les cachait. Ou alors on les mettait en institution. Donc il y a quand même une visibilité qui est en train de se faire. Et vu le monde dans lequel on vit, je pense que c'est d'abord avoir une image, c'est déjà pas mal, et exister par l'image. Et après, j'espère, le reste va suivre. Alors, pour le coup, je pense qu'on n'est pas encore prêt à aborder des sujets un peu tabous. Tu parlais de la sexualité tout à l'heure. Ça reste un truc clairement tabou. On n'en est pas du tout là à parler. Il va falloir. Parce que il y a quand même pas mal d'assauts qui parle de sexualité, même de vie de couple. Hein,
Alors c'est compliqué. Puis moi, on est un peu tôt dans ça, mais c'est vrai que ça reste tabou. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, les personnes handicapées mentales ce sont un peu des grands enfants. Et puis voilà, donc tels de grands enfants, ils n'ont ni envie ni besoin physique. Alors pourtant, attention, un enfant est quand même une boule de perversité absolue. Voilà. Et les personnes handicapées mentales ont à la fois des sentiments et des désirs physiques aussi, et qu'ils ont droit à une vie sexuelle comme tout le monde, et que même si ça dérange les parents, ça c'est normal, on n'a pas tellement envie de parler de la sexualité de nos enfants, c'est bien quelque chose qu'il faut se coltiner. Et il n'y a pas longtemps, dans la catégorie des scandales, j'ai découvert, on m'a appris qu'en France, il existe toujours la possibilité de demander une stérilisation forcée si des femmes porteuses de handicap mental, si un médecin le préconise et si un certain degré. Donc voilà, j'ai découvert ça en vertu de la quoi, semaine en fait, dernière. Je comprends pas. Sur quel postulat il faudrait... Les postulats, c'est que c'est des personnes qui ne maîtrisent pas leur sexualité et qui pourraient avoir des enfants et ne pas savoir s'en occuper. Quelle angoisse. Donc voilà, ça c'est... Moi, j'ai pas encore défriché ça, mais il y a un gros... Il y a un gros chantier. Là, on est au-delà là-dessus. du tabou, pour le coup, en plus. Là, moi, je suis tombée le cul par terre. T'es sur la définition d'humain, des droits de l'humain, etc. C'est-à-dire de quel droit on peut toucher à l'intégrité physique de certaines personnes et pas d'autres. Et c'est toujours dans le côté âge mental, en fait, parce que ce ne seraient pas des adultes. Bon. Là, de toute façon, c'est des questions qui vont se poser, parce que dans la mesure où maintenant, donc les jeunes porteurs de trisomie de maintenant et les parents de maintenant ont une envie, c'est le droit à l'autonomie, le droit à la citoyenneté qui est possible, chose que je ne savais pas, mais on a le droit de voter. Alors, est-ce que c'est une question, ils ont le droit de voter ? Alors oui, on a. En fait, il n'y a pas. Je crois que, je ne sais plus, il y a des choses, mais il y en a certains qui ont le droit de vote et qui sont des citoyens. Après, je ne crois pas qu'il y ait un examen de QI pour savoir si on a le droit de voter. Et je pense que tant qu'on n'est pas sous tutelle de quelqu'un, on a le droit de vote, point. Et quand j'y pense, c'est pas non plus choquant que certaines personnes qui vont téléphoner à leur mari pour savoir pour qui voter aux prochaines élections. Petite parenthèse. Mais effectivement, c'était une question que je me posais au départ. Et oui, c'est possible. Il y a des personnes trisomiques qui votent. Tu as tapé, je crois, dans Google, trisomie, permis de conduire. Oui, je sais pas pourquoi. Alors maintenant, ça me fait rire. J'ai déjà un peu de recul. Mais je sais pas pourquoi. C'était mon obsession de me dire, mince, elle va pas pouvoir conduire. Alors, elle aura pas le droit de conduire. conduire. Qui n'ont pas le permis de conduire et qui ne savent pas conduire. Voilà, donc depuis, j'ai réalisé qu'on peut très bien vivre sans avoir le permis de conduire, ni même sans avoir envie de conduire. Moi, c'est juste parce que j'adore conduire. C'est mon côté province. Et ça se trouve, elle apprendra à conduire, elle conduira mieux que moi. Et alors, si ça se trouve, j'ai résolu les angoisses dans ma tête. Si ça se trouve, elle apprendra à conduire, même si c'est compliqué. Surtout, quelqu'un m'a fait remarquer, mais tu sais que dans 20-25 ans, il va quand même y avoir des Google Cars un peu partout, a priori. Donc, ça va ouvrir des grandes possibilités. Non, je pense que pour moi, ça représentait symboliquement son autonomie, sa liberté. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'avais deux angoisses. Est-ce qu'elle pourra conduire ? Est-ce qu'elle pourra parler anglais ? Bon, maintenant, j'ai quand même mais appris tu vois qu'il y a en fait les trucs que tous les parents se construisent et projettent sur leurs enfants. C'est à un je moment me suis rendu compte que c'était mes petits trucs personnels. Mais on a comme tout moi, ça. J'avais ce rêve de, je sais pas, aller étudier dans une université américaine. Mais je m'étais dit, mes enfants vont faire ça. Et ça se trouve, ils vont être diplômés de Berkeley. Et de toute façon, ils seront pas diplômés de Berkeley. Voilà. Ou si ça se trouve, puisque dans certaines universités américaines, il y a des personnes trisomiques qui peuvent passer un diplôme adapté, etc. Peut-être qu'elle sera diplômée d'une université américaine. Et à l'inverse, tu vois, c'est le côté... Moi, c'est un peu ce que je suis un peu dure sur mes enfants, mais parce que le grand me fait tellement chier en ce moment. Mais... Ou quand il était bébé, j'avais l'impression qu'il était hyper intelligent. Mais vraiment. Et là, première année de maternelle, donc j'ai eu l'entretien avec l'instit, tu vois, de milieu d'année, tout ça. Donc j'y vais, je m'entends bien avec elle, c'est une jeune, on discute, tout ça, c'est cool. Et puis j'attendais qu'elle me dise des trucs, et puis j'attendais. Elle me dit, ah oui, alors la motricité fine, ça va un peu mieux, parce que quand même, il partait de loin. J'étais un peu vexée, mais bon. Puis le rapport avec les autres, bon, ça va, il commence un peu à mieux gérer. Mais un portrait, en fait, ultra négatif. Et je suis sortie de là, je me sentais super mal. Et je me suis rendu compte que j'avais attendu pendant tout le truc qu'elle me dise, bon, évidemment, on le passe directement en CP l'année prochaine, quoi. Enfin, c'est sûr. Et je me suis pris le réel dans la gueule. Je me suis dit, en fait, c'est un gamin de 4 ans, quoi. Enfin,
Mais ça, c'est quand même quelque chose qui reste, même si moi, comme tu dis, je me suis pris le réel dans la gueule, un gros réel au départ. Je pense qu'il y a un instinct qui reprend le dessus, c'est-à-dire que, par exemple, on reconstruit des trucs et on reconstruit aussi dans la connerie parentale, c'est-à-dire que Louise, quand je l'emmène à des séances de psychomotricité ou d'orthophonie, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'on me dise félicite. Ah ouais, c'est top, elle a fait des super progrès, machin. Bah, voilà, dans sa catégorie, je sais pas, il y a un truc plus fort que nous qui revient. Enfin, mais après, je me rends compte qu'on a un nombre de constructions. Le poids des projections qu'on a. Il y a pas longtemps, je me demandais avec une copine, est-ce que non, mais la réponse est non. Mais à l'époque où les femmes avaient 11 enfants, dont 4 qui meurent en bas âge, est-ce que les enfants étaient aussi investis je ne crois pas. Et je crois qu'on est tous et toutes, peut-être encore plus les mères, je sais pas, mais dans une projection hyper forte sur nos enfants. Je me dis, les pauvres. Mais c'est ça aussi le désavantage de l'aîné. Parce que moi, je me rends compte avec le deuxième, t'es quand même plus... Enfin, moi, le deuxième, par exemple, j'avais compris qu'on ne croisait pas dans la rue des adultes qui marchent à 4 pattes, tu vois, avec une tétine dans la bouche. Donc, un jour, il marchera. Tu vois, bon, bah, certes, il ne sera pas le premier de sa section à marcher, mais il marchera. C'est ce que tous les pédiatres disent aux parents angoissés. Ils leur disent, vous savez, vous connaissez un adulte qui fait encore caca dans sa couche à 25 ans ? Non, j'en ai connu, mais c'était des soirs de Beaujolais. Mais il le mangeait après. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, on est plus du tout rationnel. Effectivement, quand ils sont pas propres, tu te dis putain, il va se faire pipi dessus toute la vie. Il va pas se faire de copains s'il a pas de copains en maternelle, etc. Alors que ça n'existe pas, en fait. Mais oui, c'est pas possible. Par exemple, c'est rigolo parce qu'en ce moment, je suis en train de me monter la tête parce que Louise donc a 16 mois et n'a toujours aucune dent. Et donc, je me dis, c'est pas vrai, ça y est, on a la première gamine qui ne va pas avoir de dents. Toute sa vie. Et en plus, là, j'ai un facteur en plus pour nourrir mes angoisses qui est, c'est sûr, c'est la faute de la trisomie. Là, ça commence à... Il y a des gens, comme genre mon cher compagnon, qui sait me dire, écoute, tu te calmes, Caroline, tout n'est pas la faute de la trisomie. Rappelle-toi son grand frère, donc mon aîné, a marché 5 jours avant ses 2 ans. C'était quand même assez flippant. Et il a marché, il a fini par avoir des dents. Donc, a priori, tout ça devrait bien se passer. Mais effectivement, avec les retards et le handicap, on a un peu un facteur aggravant pour ce genre de c'est débile parce que tu as l'impression de... C'est vraiment... On est un peu débile comme parents. C'est pas parce que ton gamin commence à marcher à 11 mois qu'il va faire Sciences Po, l'ENA, et qu'il sera président de la République. Enfin, juste à un moment, on corrèle des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ouais, mais finalement, ça se trouve, Tétard sera quand même président de la République. Et même s'il a pas de motricité fine. Mais vous n'avez pas remarqué un truc non plus, moi ça me frappe en famille ou avec des gens, il suffit que si ton enfant commence à s'amuser à cueillir des fleurs au parc, tout le monde va dire oh, c'est génial, tu seras horticulteur, ou alors t'aimes bien ce qui brille, tu seras bijoutier. Enfin, tout est comme ça, tout est projeté. Alors c'est rigolo, mais je pense que quelque part dans nos têtes, ça fait peser des choses. Ouais. Et on ne se rend pas compte qu'il sera expert comptable à la Socotec. Avec un métier pas sexy. Voilà. Et c'est là-dessus que ton bouquin, tu vois, tombait hyper bien pour moi, où je me suis dit, ok, en fait, je vais arrêter et je vais leur foutre la paix. Et enfin. Mais c'est pas possible, ça, en fait, non ? Moi, je crois que c'est pas possible. C'est ce que moi aussi, parce que j'ai écrit ce bouquin et pourtant j'en ai tiré une grosse leçon. Enfin, Louise, elle m'a donné une grosse leçon qui est que finalement, mon boulot de parent, bah ouais, c'est de l'accompagner, de la suivre, que c'est elle qui va donner le tempo, qu'il va falloir que je me calme un peu sur ce que je projette sur elle. Et ben, j'ai beau me dire ça, et j'ai beau l'avoir écrit, il y a quand même des jours où je panique en me disant mon Dieu, là, elle a toujours dit aucun mot, c'est sûr qu'elle va jamais parler. C'est ce que dit le titre de ton livre, en fait, parce que la vie réserve des surprises, tu parles du jour de l'accouchement, mais aussi de tous les jours. Finalement, après. c'est tout, c'est-à-dire que le jour de l'accouchement, qui est quand même la mauvaise surprise, enfin, à la fois une bonne, parce que cette petite fille adorable, mauvaise surprise, il y a la trisomie, mais en fait, c'est qu'après, c'est en permanence des surprises auxquelles je m'attendais pas, puisque quand on me dit elle a une trisomie 21, je me dis ok, tout est foutu. Ouais. Là, tout est foutu, c'est mort, ça va être que du négatif, que des difficultés. Donc, il y en a pas mal, mais du coup, oui, j'ai été surprise par certaines choses, des choses qu'elle a fait plus vite que prévu, ou des choses où je la trouve particulièrement... Il y a des domaines dans lesquels je la trouve déjà particulièrement brillante, en fait. C'est que, par exemple, dès le départ, elle a toujours été beaucoup dans l'échange avec les gens, elle regarde beaucoup les autres, elle a très bien compris comment capter l'attention des gens, et elle adore ça. Voilà quoi, c'est des surprises, la vie réserve des surprises, c'est effectivement pas que la première surprise initiale, c'est tout ce qui va se passer après. Y compris les déceptions. Et y compris les déceptions, les mauvaises surprises. Comme pour n'importe quel enfant. Comme pour n'importe quel enfant, absolument. Finalement, comme pour n'importe quel enfant. Mais en même temps, je me dis, tu vois, c'est l'avantage. La déception, ça veut dire au moins que tu regardes un peu ton gamin. Enfin,
Je pense à des gens, je vois leurs gamins, et j'entends ce qu'ils disent sur leur enfant, j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas de la même personne, quoi. Mais non, mais c'est impressionnant. Ouais, bien et sûr. jusqu'à très tard, bon, en même temps, j'imagine que quand nos parents parlent de nous, tu vois, ça colle pas du tout avec la manière dont on se représente, mais tu as une telle, et je me dis, en fait, on peut vivre très longtemps en ne voyant pas son enfant tel qu'il est pour ce qu'il est, quoi. Et juste à Mais travers toute un la jeu. vie, non? Enfin, Bah ouais, mais tu vois. Non, mais tu vois, faut- on lui prétend des qualités ou des défauts. Il y a des parents qui sont persuadés que leur enfant est, je sais pas, feignant ou je sais pas. Ah oui, Ou ça oui. Tu vois Les ce que je veux dire étiquettes de qu'on se colle, dire, ouais. Ouais, c'est Ça le peut principe des peser lourd étiquettes. d'ailleurs, ouais. Oui, et puis c'est le principe de ce qu'on disait au début d'émission, de l'enfant fantasmé. L'enfant fantasmé, c'est pas que des trucs fantastiques, ça peut aussi être des trucs un peu, tu vois, pas super, quoi. Mhm. Et puis bon, bah, il est comme son père, c'est un relou, alors que non, Ouais. tu vois. De toute façon, t'as toujours été comme ça. Je me Oui, souviens, voilà, exactement. dès ta Déjà dans ton naissance, ventre à t'étais, l'échographie, je voyais bien que t'étais comme ça. En fait, tu vois, c'est le genre de choses qu'on est capable de dire, quand même. Oui, tous, je crois. Et après, est-ce que c'est performatif, plus ou moins performatif selon les gamins, quoi. Je sais pas. Ah, si tu dis à un enfant qu'il est relou tout le temps, et de fait, il sera relou tout le temps. Non, mais quoi. moi, je sais que je passe mon temps à dire à ma fille, ah, t'es bien la fille de ta mère. Ce qui veut rien dire du tout. Tu vois, Oui, une c'est moi petite qui t'ai fierté fabriqué. là-dedans, même dans Mais les... c'est énorme fierté, mais en fait, ça ne veut rien dire. T'es la Non, fille mais de ça ta veut mère, rien parce dire. que- Je sais qu'en ce moment, Louise commence à être dans une période où elle est un peu chiante. Alors tant mieux, j'avais hâte qu'on puisse dire que les enfants trisomiques sont tu le chiants. dis, Bah, alors ça, là, dans le merci. livre. Ouais. Elle est chiante et enfin elle me fatigue, quoi. Elle râle. Et puis je lui dis, écoute, tu râles tout le temps. Et je fais un peu comme ta mère, en fait, parce que moi je râle beaucoup. Et finalement, j'ai une petite fierté. Voilà. Et oui, je le dis dans le livre parce que j'aime pas, moi, l'image de... Du bisounours. Du bisounours, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le chromosome du bonheur et finalement c'est merveilleux, c'est un Ah, on les cadeau. en virait presque. ils se Donc rendent voilà, pas j'ai envie de dire compte. si c'est un Ouais. cadeau, écoutez, je comprends pas que tout le monde se précipite pas en fait pour en avoir, hein, et parce que c'est quand même d'abord des difficultés, y compris pour elle, je pense. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même avoir la même petite fille, mais sans son chromosome en plus. Mais c'est pas possible, donc tant pis. Et j'aime pas tellement l'idée de chromosome du bonheur, de petits enfants bisounours et des petits anges, parce que je trouve que cette manière de faire, c'est tout autant les mettre à part et les différencier que de dire juste c'est des personnes stupides, quoi. En fait, c'est juste des personnes, donc ils peuvent être aussi On peut être porteur chiants. de trisomie, un sale con, par exemple. Ben, j'espère. Enfin, je Il y en a je connais pas encore certainement. assez, mais peut-être que Louise sera vraiment une sale conne. Et ce sera serait une victoire. formidable. Eh ben, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission et on va te demander, pour clore l'émission, ce qu'on demande à chacun de nos invités, qui est-ce que tu inviterais à notre place pour venir discuter avec toi pour un podcast pour Slate.fr? Ah, pour discuter avec moi? C'est-à-dire, à part Jésus, John Lennon, Prince et... À part eux. alors, Ah oui, moi j'en parle dans mon bouquin et j'aimerais bien que vous invitiez des gens comme Madonna, Beyoncé, qui nous disent ce que c'est que d'être une maman féministe, mais quand on n'a pas la vie que nous on mène, c'est-à-dire avec leur show et leur talon de 10 Et Jay-Z. et Jay-Z et leur mari. Ouais, c'est pas voilà. Jay-Z qui l'aide vraiment en ce moment. Hein, Donc je veux moi, pas dire, mais- j'ai des nanas girl power comme ça qui tout en paillettes, etc. et qu'elles viennent nous donner leur secret parce que Beyoncé, ça a si du tu mal. nous entends, Beyoncé, if you listen to us. Non, mais c'est comme le truc, tu sais, qui circule sur Internet. Ta journée a autant de secondes que celle de Beyoncé. Oui, mais Non. elle a des Ah, j'ai millions de jamais vu dollars. ça. Ouais, T'as jamais c'est vu clair. Non, mais elle a 4 nounous et Bah, voilà. Ouais, et du coup, puisqu'on est dans la culture, et Beyoncé, c'est de la culture, est-ce que tu auras un conseil culture, une activité à conseiller à des gens qui auraient des enfants? Une activité. Un livre, une culture. sortie, un disque à écouter pour les enfants? Enfin, Et idéalement, alors, parents et voilà, enfants je ensemble. suis donc mise à part regarder Game of Thrones entre parents. Non, là, vous me prenez complètement au dépourvu et comme je n'ai pas de vie en ce moment, car j'ai 2 enfants en bas âge, je n'ai pas de vie culturelle non plus. Donc Game of Désolée. Thrones en couple et les enfants au pied. Et les enfants qui dorment. Voilà. C'est La dernière très bien. saison est excellente. Merci beaucoup de nous avoir téléchargés. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur le site de Slate.fr, sur Audible, notre partenaire sur iTunes. Vous vous abonnez au podcast et puis tous les mois, vous nous voyez sur votre téléphone. C'est magique. Et il faut absolument aussi que vous écoutiez l'autre podcast de Slate.fr. Ça s'appelle Transfert et c'est des histoires de Guedin. Et l'émission a été réalisée par Charles Trahan. Et puis la musique trop bien qui nous a accompagnés, c'est David Stank. À bientôt. Salut, au mois prochain. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio.
Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.